Alors, nous sommes prêts à commencer. Merci de votre patience. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous nos membres de la COSI qui sont là, mais aussi, je vois, bonjour les membres du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Alors, on a également des membres du réseau des conseils, le réseau de coordination des conseils du Canada. Donc des membres francophones à travers le Canada, des membres de la COSI du Québec, la Société du Québec, et les organisations du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes qui sont partout dans la francophonie. Alors, c'est vraiment génial d'avoir une si grande étendue. Ceci, c'est au fait notre deuxième webinaire sur la question de la prévention et la réponse aux violences sexuelles dans le secteur de la coopération internationale. C'est même notre deuxième webinaire sur la question du code de conduite. Le dernier était au mois de juin. On s'est permis d'être peut-être un peu moins, peut-être moins prescriptif ou moins structuré dans notre approche du dernier webinaire. On a partagé nos réflexions, nos préoccupations avec différents membres de la COSI, tels Avocats sans frontières, Oxfam Québec, pour comprendre un peu plus le processus interne de réflexion, de questionnement dans le développement d'un code de conduite. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin pour vous offrir des outils concrets et pour répondre à vos questions avec l'appui d'Affaires mondiales Canada. Donc, le webinaire aura une durée d'1h30. Il est présenté par le Comité québécois Femmes et Développement de la COSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, et également le réseau de coordination des conseils, le RCC. Donc, il y a des conseils comme celui de la COSI à travers du Canada, et qui a maintenant un nouveau programme qui s'appelle « Activer le changement ». Et ce webinaire est parmi les premières activités du programme Activer le changement pour renforcer les capacités et faire un partage des connaissances pour les petites et les moyennes organisations. Donc, ce webinaire vise en particulier les petites et moyennes organisations. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est de présenter les exigences d'Affaires mondiales Canada dans la matière. C'est de créer un espace de dialogue avec Affaires mondiales Canada et les OCI et les experts et expertes qu'on a ici avec nous aujourd'hui. On va présenter un canevas de code de conduite qui est conçu pour que vous puissiez le reprendre et l'adapter selon vos besoins. On va le diffuser par la suite sur le site web de la COSI. On va vous envoyer à tous et toutes le lien au code de conduite. Normalement, notre procédure, je vous fais un petit clin d'œil, mais on demande aux participants de participer à un sondage pour évaluer le webinaire. Puis par la suite, vous aurez accès aux ressources. Alors, c'est un petit cadeau pour ceux qui remplissent leurs obligations pour l'évaluation. Ensuite, finalement, l'objectif, c'est d'appuyer les petites et moyennes organisations dans leur démarche institutionnelle à prévenir et répondre aux violences sexuelles. Donc, on n'est là pas juste pour vous aider à répondre aux exigences d'Affaires mondiales Canada, mais vraiment de prévenir et répondre aux violences sexuelles, car c'est notre objectif commun et c'est l'objectif le plus important. Au niveau du déroulement, la première présentation va être sur les exigences d'Affaires mondiales Canada, d'environ 10 à 15 minutes. Ensuite, on va prendre le temps de présenter le canevas de code de conduite. Ça va prendre un bon 20, 25, peut-être même 30 minutes, dépendant de la rapidité qu'on arrive à présenter tout le contenu. Par la suite, il y aura une très courte présentation sur un nouveau centre d'expertise chez le Conseil canadien de la coopération internationale, le CCCI. Le tout va être suivi d'une période de questions. Les questions, je vous demanderai de les faire par chat. Donc, plutôt que de répondre aux questions durant le webinaire, on va prendre toutes les questions à la fin. Donc, si vous écrivez vos questions sur le Zoom Group Chat, nous allons les répondre du mieux possible. Et parce qu'on ne peut pas, avec la quantité de participants, on ne peut pas ouvrir tous vos micros, évidemment. Et oui, la rencontre est enregistrée, donc vous avez la possibilité d'écouter ou de partager le webinaire et celui-ci aussi, tout comme le dernier, sera disponible sur le site web de la COSI par la suite. Donc, vous pourrez vous y référer au besoin.
D'accord. Et je vais vous présenter brièvement les intervenantes qui vont venir à tour de rôle, mais je vais toutes vous les présenter, les intervenants et intervenantes qui vont présenter aujourd'hui. Et je me présente, je pense que je me suis déjà présentée. Je suis Anne Delorme, je suis la chargée de programme et coordonnatrice du Comité québécois Femmes et Développement, puis je vais animer le webinaire aujourd'hui. Donc, la première intervenante, c'est Sherry Hornung, qui est directrice adjointe pour la prévention de l'exploitation et de l'abus sexuel pour Affaires mondiales Canada. Elle présentera à distance de son bureau à Ottawa et on est très heureux de pouvoir l'accueillir aujourd'hui et qu'elle ait pris le temps de partager ses différentes exigences et de les expliquer de la part d'Affaires mondiales Canada. Ensuite, Émilie Mako, qui est la consultante spécialiste sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles, avec qui le CQFD et la COSTI travaillent depuis plus d'1 an sur les différentes fiches et ressources et même différents ateliers qu'on a fait au cours de la dernière année. Alors, nous sommes très, très, très heureux de l'accueillir encore aujourd'hui. Et finalement, Nicolas Moyer, qui est président-directeur général du CCCI, va prendre le temps de présenter le nouveau centre d'expertise qui va bientôt commencer au Conseil canadien pour la coopération internationale. Et donc, au fait, avec cette brève présentation des intervenantes, je vais tout de suite passer la parole à Sherry Hornung, qui va présenter les différentes exigences d'Affaires mondiales Canada. La période de questions va être à la toute fin, donc on aura plus accès à mon petit PowerPoint, mais plutôt on donnera la parole à Sherry. Je crois que son micro va être activé sous peu et le mien sûrement désactivé. Allô? Vous m'entendez? Oui? OK. Oui. Bon, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Il fait toujours vraiment plaisir d'interagir directement avec nos partenaires sur le terrain. Comme Anne a dit, je suis Sherry Hornung, chargée de l'unité qui s'occupe de la prévention de l'exploitation et l'abus sexuel. Je suis anglophone, donc je m'excuse d'avance, mon français ne sera pas aussi fin que le vôtre, mais je viens de Saskatchewan, donc je suis sûre que vous serez gentil avec moi. Aussi, je suis là avec mon équipe et mon remplaçant, en fait, c'est ma dernière semaine dans le poste, donc j'ai invité aujourd'hui Pascal Tiverge. Pascal va me remplacera à partir de la semaine prochaine et elle va aussi remplacer Anna Kurtner avec laquelle certains de vous ont sûrement travaillé. Donc, apparemment, Pascal vaut moi et Anna ensemble, donc vous savez que... Des grandes chaussures à remplir. Ouais. Très content d'être là. Voilà. Et puis, je vous présente aussi Jessie Ann. Jessie travaille avec moi comme analyste sur ce dossier depuis quelques mois déjà. Et puis, elle va continuer à travailler avec Pascal dans les mois à venir. Donc, je comprends que le site web de AMC a été partagé avec vous avant la réunion aujourd'hui et j'espère que vous avez eu l'occasion de l'examiner. Mais dans le cas contraire, je vais résumer rapidement quelques points clés du site web et puis je vais me concentrer surtout sur les attentes de AMC car je crois que c'est ça qui vous intéresse le plus. Et puis, juste à la fin de mon discours, on va passer à travers rapidement le site ensemble. Donc, j'aimerais aussi noter que le dossier de PEAS à AMC est réparti entre plusieurs groupes différents. Donc, notre équipe coordonne ce travail, mais nous ne sommes pas les principaux responsables pour tous les aspects. Donc, si jamais il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on pourra vous revenir un peu plus tard. Donc, le contexte, je suis sûre que plusieurs d'entre vous sont déjà au courant, mais le Canada collabore depuis de nombreuses années avec différents partenaires sur le PEAS, surtout avec les partenaires humanitaires, les Nations Unies et dans le maintien de la paix. Depuis 2018, la communauté internationale, y inclus le Canada, a commencé à accorder un peu plus d'attention à la PSA dans les pays en développement, en mettant un accent sur une approche centrée sur la victime ou le survivant.
Et sur le plan international, vous avez peut-être vu cette attention se traduire dans les engagements. Par exemple, l'année passée, quand le Canada était président du G7, on a signé une déclaration à ce sujet. Et puis, juste en juillet, les donateurs de l'OECD ont adopté une recommandation sur l'élimination des violences sexuelles. Ce n'est pas exactement ça le titre, mais et tous ces engagements sont disponibles sur le site web. La recommandation de l'OECDE a été développée par un groupe de référence qui a inclut les représentants des ONG et des experts internationaux. Donc, ce n'était pas juste les bailleurs de fonds, c'était aussi les pays en développement. Et la société civile a été bien représentée par Oxfam Québec. Donc, si vous êtes intéressé par ce processus, vous pouvez aussi parler avec Denise. Et donc, le Canada collabore avec ses partenaires et on continue de le faire pour élaborer et mettre en œuvre les engagements en faveur d'une approche de tolérance zéro. Et quand on parle de tolérance zéro, on parle de tolérance zéro pour l'inaction. Donc, nous savons que les allégations et les cas vont continuer dans tous les lieux. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais la tolérance zéro, c'est vraiment contre l'inaction. Donc, on s'attend à ce que tous les partenaires fassent les efforts pour prévenir ces cas autant que possible et quand ça arrive, qu'on réponde comme il faut. Donc, quand on parle des attentes de AMC, je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont reçu en mai 2018 une lettre de la ministre Bibeau. Elle a envoyé cette lettre à tous les partenaires ayant des projets actifs en ce moment-là. Et la lettre a décrit ses attentes en matière de PEAS. Et ces attentes comprenaient surtout une code de conduite pour les partenaires et aussi que les partenaires informent le ministère des allégations. Cette lettre est maintenant disponible aussi sur le site web où tout le monde pourra la consulter. Après que la lettre a été envoyée, dans les mois qui ont suivi, le département a travaillé avec les partenaires, avec les autres bailleurs de fonds, pour essayer d'élaborer les directives sur la manière dont les partenaires pourraient répondre à ces attentes. Donc, on a étudié ce que les autres donateurs font, on a eu les consultations avec les ONG, il y avait, lors du dialogue avec CCCI en septembre passé, il y avait plus de 70 représentants des ONG. J'imagine certains d'entre vous aussi étaient là. On a aussi consulté avec les experts internationaux. Et nous comprenons qu'il existe un certain nombre de défis, en particulier pour les petites et moyennes organisations. Et nous avons essayé de développer une approche qui prend en compte les différents mandats, différentes tailles et différents types d'organisations avec lesquelles nous travaillons. Au début de 2019, on a publié sur le site web les orientations supplémentaires et c'est ça qu'on va passer à travers un peu plus tard. Mais avant d'y arriver, j'aimerais juste parler un peu plus des deux attentes majeures. Donc, la première attente, c'est le signalement des allégations de EAS. Donc, AMC s'attend à ce que tous les partenaires aient mis en place les mécanismes de signalement afin que les allégations concernant votre personnel puissent être signalées de façon appropriée. Nous nous attendons également à ce que toutes les allégations fassent l'objet d'une enquête et que des mesures soient prises en fonction des résultats de l'enquête. Donc, si vous recevez une allégation crédible dans le contexte de l'aide internationale canadienne, nous vous demandons de nous en informer dans les 48 heures après avoir déterminé que l'allégation est crédible. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par crédible? Une allégation est crédible lorsque la source, la nature et les informations rapportées indiquent que l'allégation est plausible et justifie une enquête. Qu'est-ce qu'on veut dire par le contexte d'aide internationale canadienne? Par ça, on veut dire, par exemple, que l'auteur présumé travaille pour un de vos projets qui est financé par AMC, ou si une allégation est si grave que ça pourra avoir un impact négatif sur votre organisation ou bien sur AMC. Donc, si vous avez d'autres cas, parce qu'ici on parle de l'exploitation et l'abus sexuel,
Si vous avez d'autres cas de safeguarding, je ne sais pas c'est quoi en français, mais les autres cas qui ne tombent pas directement dans la définition de l'exploitation et l'abus sexuel, ou les cas de harcèlement sexuel qui, par exemple, se passent à l'intérieur de vos organisations, c'est-à-dire au lieu de travail et non pas avec les bénéficiaires. Ce genre de cas, vous devrez continuer à suivre les pratiques actuelles, c'est-à-dire informer votre agent de projet si l'allégation aura un impact sur la mise en œuvre du projet en question. Donc, comment informer AMC d'une allégation? Bon, quand on va passer à travers le site web tout à l'heure, je vais vous montrer un formulaire qui existe. Le formulaire a été développé vraiment pour garantir qu'aucune information personnelle soit partagée avec AMC. Avant d'avoir le formulaire, on recevait parfois les rapports avec beaucoup d'informations personnelles et les détails qu'on n'avait pas besoin. Donc, pour protéger la confidentialité, que ce soit de la victime ou de quelqu'un qui est accusé, on aimerait que vous utilisiez désolée, je lisais les messages à côté pour voir c'est pour moi, c'est pas pour moi. Que vous utilisez le formulaire pour s'assurer que nous avons juste les informations qu'il faut. Et même en remplissant le formulaire, si on vous demande les informations qui pourra nous permettre d'identifier la personne, vous n'êtes pas obligé de donner cette information. Par exemple, je crois qu'on demande sur l'auteur présumé la citoyenneté. Bon, si la personne en question est une Canadienne et vous avez un seul Canadien sur le projet, bon, vous pouvez éviter de mentionner la citoyenneté parce que ça nous permettra d'identifier la personne. Vous allez voir aussi que le formulaire est divisé en deux parties. La première partie, c'est ce que vous soumettez dès que vous déterminez qu'une allégation est crédible. Cette partie consiste à nous informer de l'allégation, fournir un résumé de l'allégation et vos plans d'enquête et de soutien aux victimes. Donc, c'est vraiment les informations préliminaires sur l'allégation. La deuxième partie, vous allez remplir une fois que l'enquête est terminée. Et cette partie nous informe du résultat de l'enquête et les mesures que vous avez prises. Dans un cas comme l'autre, c'est-à-dire la première partie ou la deuxième partie, une fois que vous soumettez le formulaire, nous en accuserons réception. Nous pouvons demander plus d'informations s'il en manque, mais comme je disais avant, on ne va demander aucune information qui nous permette d'identifier les personnes impliquées. J'aimerais souligner aussi que vos organisations sont entièrement responsables des enquêtes sur les cas qui vous sont signalés. AMC ne compte pas faire les enquêtes, c'est vraiment à vous. Et s'il arrive qu'un individu nous informe directement d'une allégation qui se passe à l'intérieur d'un de vos projets ou vos organisations, nous leur demanderons de vous signaler le cas. Donc, je vais m'arrêter pour l'instant sur cette partie et je vais aborder ensuite l'exigence sur le code de conduite. Je suis sûre que ça vous intéresse beaucoup parce qu'à partir du 1er septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, ça devient une exigence pour pouvoir solliciter le financement pour les projets en développement. Donc, cette exigence a été d'abord soulignée dans la lettre de la ministre qui a été envoyée en mai 2018. Puis, à partir du 1er novembre 2018, les modalités générales relatives aux accords de contribution obligent les organisations à avoir dans les 6 mois suivant la signature de l'accord de contribution un code de conduite. Mais à partir du 1er septembre, les organisations devront se doter de ce code pour pouvoir solliciter un financement. C'est-à-dire, au moment de solliciter le financement, vous allez devoir déclarer que vous avez déjà un code. Les exigences spécifiques pour ce code sont sur le site web, mais les grandes lignes ou les éléments clés, je dirais, sont les suivantes. Le code devrait être disponible publiquement. C'est à vous de voir comment ça pourra se faire. Bon, si c'est sur votre site web, ça sera bien, mais il faut avoir d'autres mesures aussi. Des copies de votre code sont fournies à tout le personnel et à vos partenaires locaux.
Et les partenaires locaux devraient avoir aussi leur propre code ou acceptent de suivre votre code. Et puis, le code devrait inclure les processus de responsabilisation, les mécanismes de signalement et les procédures d'enquête, la formation pour le personnel et les mesures correctives en cas d'inconduite. Et j'aimerais souligner ici, il est vraiment important que vous compreniez qu'il appartient à chaque organisation de déterminer comment répondre à cette exigence en fonction de la taille et le type de votre organisation. AMC ne révisera pas, n'approuvera pas les codes. Donc, on ne va pas vous demander de soumettre, on ne va pas faire une vérification, c'est vraiment à vous, en signant les accords avec nous, de déclarer que vous avez ces mécanismes et ce code en place. Je crois que vous pouvez maintenant voir le site web sur l'écran. Okay. Sauf si quelqu'un m'indique autrement, j'espère que vous pouvez. Oui, OK, parfait. Donc, ici, c'est le site web qui est disponible pour tout le monde, qui est là depuis janvier ou février de cette année. Donc, vous allez voir cette page. Oui, c'est sur les attentes de AMC. Il y a aussi une page avant ça qui parle de notre approche, qui a les liens pour les engagements internationaux, etc. Mais ici, c'est les attentes spécifiquement, surtout sur les allégations. Donc, ça explique ce qu'il faut signaler, quand, comment. Et c'est ici où vous allez voir le formulaire de déclaration. Je vais voir si je peux l'ouvrir. Donc, c'est en cliquant ici, vous allez voir la déclaration. Oh. Sauf qu'apparemment, quelqu'un n'a pas Adobe Reader 8, donc on ne va pas passer à travers en ce moment. Mais en fait, vous allez voir dans le formulaire les deux parties, donc j'ai fait référence tout à l'heure. En bas du formulaire, vous allez voir qu'il y a un bouton pour soumettre le document directement. Vous pouvez appuyer soumettre et ça va venir directement à mon équipe. Toute information qui est... en fait, tout formulaire qui nous est soumis, toute information qui nous est donnée est gardée en fonction de nos règles pour garder la confidentialité. L'autre option, je pense la page précédente, vous allez voir notre adresse email, le courriel aussi. Je crois, oui, ici. Donc, si jamais le bouton soumettre ne marche pas ou si vous voulez soumettre quelque chose sans le formulaire, il y a une adresse ici. Ça, c'est tout ce que je voulais présenter. Je vois une question. Je pourrais répondre en privé, mais je vais aussi être là à la fin de la session pour répondre à toute question. Merci beaucoup. Est-ce que je dois vous remettre le compte? Bonjour, merci beaucoup, Sherry, pour cette excellente présentation. Et en effet, elle va rester avec nous pour pouvoir répondre à vos questions à la fin de la présentation. Notre deuxième intervention aujourd'hui, pour vous aider, maintenant que vous comprenez mieux les différentes exigences de la part d'Affaires mondiales Canada, Émilie Mako, notre spécialiste consultante sur les violences sexuelles, est présente avec nous aujourd'hui. Donc, je vais céder ma place et elle va vous présenter un code de conduite. Et ce qu'on va partager à l'écran, c'est en effet le document Word en tant que tel qui vous sera partagé par la suite. Donc, j'invite Émilie Mako à venir faire sa présentation également. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bien heureuse d'être ici aujourd'hui aussi. Je vous propose donc de regarder le code de conduite section par section. On n'aura pas le temps de s'attarder à chaque élément, là, mais je vais essayer vraiment d'aller en détail avec les questions les plus importantes, surtout au niveau du transfert là, dans la pratique, qui peut représenter un défi, comme il s'agit de questions particulièrement complexes en négociant différents cadres juridiques aussi. Le code de conduite a vraiment été conçu en considérant
la grandeur ou le niveau de ressources des organisations, des petites et moyennes organisations. Et il a été conçu vraiment pour qu'il soit adaptable. Donc, il y a vraiment des morceaux que vous pouvez modifier. C'est vraiment, d'ailleurs, important de le faire pour pouvoir bien se l'approprier. Parce que même si on a un code de conduite en place et puis qu'on répond, en fait, ou on a tous les documents en place, l'élément le plus important, c'est vraiment au niveau de la démarche de mobilisation, d'engagement, de sensibilisation pour faire une différence significative. Je le dis, mais aussi la plupart des écrits là, au niveau international le disent. Certains éléments aussi qui ont été mentionnés par Sherry précédemment sont aussi pour mention de cet élément-là. Donc, oui, le code de conduite très important, mais le processus les procédés de formation ou le procédé de mobilisation extrêmement important conjointement avec le code de conduite. Le code de conduite est inspiré aussi de plusieurs sources là, que je vais mentionner et la structure a été particulièrement pensée pour que vous puissiez ajouter des éléments, par exemple, par rapport au conflit d'intérêts, par rapport à la reddition de comptes, par rapport à la gestion de fonds. Donc, en ce moment, il est très, très, très... il met l'accent seulement sur la violence sexuelle, mais il y a possibilité de l'élargir pour pas que ça soit limité à ça. Mais là, c'est sûr que pour l'instant, on se concentre sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle. Le terme qu'on a utilisé d'ailleurs dans le code de conduite, il s'agit de violence sexuelle. On ne parle pas uniquement ou seulement d'exploitation et d'abus sexuels. C'est sûr que les organisations peuvent décider de limiter en fait l'ampleur du document. La raison pourquoi j'ai décidé d'utiliser violence sexuelle, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'écrits, bon, justement, qui posent que l'exploitation, l'abus sexuel est un défi dans le secteur, mais aussi la violence sexuelle. C'est-à-dire que la violence sexuelle, c'est un terme qui est utilisé pour n'importe quel, en fait, comportement qui est de nature sexuelle qui n'est pas désiré. Tandis que exploitation et abus, c'est surtout utilisé dans notre secteur pour les bénéficiaires. Donc, si comme organisation, vous trouvez important de ne pas vous limiter aux bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on veut vraiment protéger nos employés, nos volontaires, nos stagiaires, et des fois, dans certaines, surtout dans les petites et moyennes, il se peut que tout le monde ne soit pas complètement protégé. Donc, saisissons l'opportunité, c'est ce que je vous propose, pour utiliser le terme violence sexuelle comme ça. La protection est un peu plus large et on respecte aussi l'exigence d'Affaires mondiales Canada, qui est davantage focusée sur l'exploitation et l'abus sexuel. J'ai parlé beaucoup, donc là, on va regarder un petit peu plus en détail la suite du document. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport aux termes que je vais utiliser, sachez aussi qu'en dernière partie ou à la fin du document, il y a une série de définitions qui peuvent être très utiles. Donc là, je tente de m'arrêter, j'ai un peu de difficulté, je tente de m'arrêter sur la table des matières. Je ne sais pas si Anne, tu peux m'aider avec ça. Oui. Bon. Oh, on a un petit peu de difficulté à naviguer le document, ça ne sera pas trop long. Parfait. Donc, je vous explique rapidement la structure. Donc, dans l'avant-propos, on révise les exigences d'Affaires mondiales Canada. Juste pour effectuer un rappel, parce que c'est quand même beaucoup d'éléments, et donc ça peut être facile d'oublier certains éléments, donc juste pour le revisiter de façon plus facilement. Ensuite, il y a un message de la direction générale. Là, dans ce message-là, en fait, je propose un exemple qui est enligné sur l'engagement des leaders du CCCI, mais on vous encourage vraiment à vous le réapproprier et à le réécrire. C'est vraiment plus à titre d'exemple.
Ensuite, on va avoir nos engagements, nos responsabilités partagées. Ça, c'est vraiment, en fait, une section où est-ce qu'on essaie de susciter l'engagement et la mobilisation, parce que c'est vraiment ça qui est un défi, en fait, au sein des organisations, pour favoriser la prévention. Donc, les écrits, la littérature démontrent vraiment que c'est la responsabilité de tous et qu'en, par exemple, élevant nos voix ou en mentionnant les comportements problématiques, même avant que ça se dégénère, ça favorise énormément la prévention. Ensuite, il y a les engagements envers nos collègues, les engagements envers les communautés que nous servons, la déclaration d'adhésion, comment obtenir de l'aide, comment et quand soulever les préoccupations. Je vais vous expliquer plus en détail cette section-là. C'est une section qu'on peut décrire comme précurseur, en fait, d'une déclaration formelle ou en fait, c'est de devancer le signalement d'un incident. Je vais vous en parler un peu plus par la suite. Et ensuite, les dispositions anti-représailles, la mise en application. Donc, par rapport à ce que Sherry a mentionné, là, les éléments s'y retrouvent. Je vais continuer. Donc, on va regarder ensemble le message de la direction. Donc ici, l'avant-propos, c'est juste en fait l'introduction. On explique que ça a été développé par la COSI pour soutenir les petites et moyennes organisations. Et ensuite aussi, je vous ai mis les exigences, là, vraiment copier-coller d'Affaires mondiales Canada pour être sûr qu'on est bien aligné et que si vous modifiez le code, bien, on garde ces exigences-là. Le présent code de conduite est inspiré, la structure est très, très similaire au code de conduite de International Rescue Committee. Et ça a été choisi parce que le ton est très engageant, justement, et aussi la structure permet d'ajouter des morceaux, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, si vous voulez éventuellement l'étoffer pour inclure d'autres éléments que la prévention de la violence sexuelle, comme par exemple la gestion de fonds, l'éthique, les conflits d'intérêts, ce genre de choses-là. Ensuite aussi, il est basé sur le guide du Forum européen de sécurité interagence et inspiré par de nombreux documents qui étaient disponibles sur le site du CCCI. Et en plus, quelques politiques au niveau universitaire qui ont dû aussi faire des démarches très similaires que les démarches en fait de notre secteur suite à des différentes lois là, au niveau provincial. Donc, aussi inspiré de la politique de l'Université Concordia et de l'Université McMaster. Le modèle aussi, en fait, que je vous présente aujourd'hui a été développé en collaboration étroite avec Jeunesse Canada Monde et Carrefour International. Donc, ils nous ont permis, en fait, de produire ce document pour vous le présenter aujourd'hui. Le document contient en fait des petits rectangles gris comme celui que vous voyez ici, avec oui, merci, un point d'exclamation bleu. Ça constitue en fait des commentaires ou des réflexions, des explications, des choix en fait qui ont été faits pour le code de conduite. Et puis, parfois aussi même des suggestions là, à considérer pour l'adapter à votre contexte. Ensuite, peut-être une dernière chose là, avant d'aller dans le contenu directement, il y a des sections qui sont surlignées en jaune pour juste que vous incluez et que vous mettiez en fait le nom de votre organisation là, pour l'adapter à votre contexte. Bon. Alors, le message de la direction générale. Donc, voici un exemple. En jaune, ici, il y a, par exemple, un exemple de paragraphe où vous pouvez vraiment l'adapter à votre contexte. Et en fait, le contenu du message est fortement aligné avec l'engagement des leaders du CCC. Mais, ceci dit, on vous encourage à vraiment donner une voix forte ou que la direction générale prenne une voix forte dans cette démarche-là, comme c'est documenté dans la littérature comme un facteur de succès. On peut descendre maintenant à la section suivante. Donc là, je sais qu'on passe rapidement, là, mais c'est vraiment pour pouvoir réviser tout. On va arrêter ici.
les sections Merci, Donc, dans cette section-là, en fait, on a d'une part à gauche nos engagements, qui sont en fait des énoncés, encore une fois, issus de l'engagement des leaders, et à droite sont les principes directeurs qui sont très, très, très liés avec les engagements. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'à droite, on explique un peu plus en détail, en fait, les énoncés d'engagement. Maintenant, un des défis qu'on peut rencontrer dans le transfert de la pratique, c'est que quand on parle d'intersectionnalité, on parle, dont on a beaucoup parlé dans les fiches, si on utilise cette approche-là dans le code de conduite, on considère en fait les dynamiques de pouvoir, les inégalités, en fonction de plusieurs aspects de l'identité. On parle dans le contexte canadien, en fait, des bases de discrimination qui incluent des choses comme l'origine, bon, le sexe, le genre, l'identité de genre, l'expression de genre, l'orientation sexuelle, etc. Là, il y en a plusieurs. Bon, dans un contexte de coopération internationale où, par exemple, parfois, certaines orientations sexuelles sont illégales, comment on négocie ça? Ici, en fait, j'ai utilisé un énoncé qui tente d'exprimer cette complexité-là, en fait. C'est qu'au Canada, on se retrouve, par exemple, dans un cadre juridique où l'orientation sexuelle est une base de discrimination que l'on doit adresser dans nos contextes de travail. Quand on travaille à l'étranger, parfois, ça peut être plus complexe. Alors ici, ce que j'ai tenté d'exprimer, c'est que lorsque nous naviguons entre les normes juridiques internationales, les lois canadiennes et les lois nationales des pays où nous travaillons, nous ne serons pas toujours en mesure d'explorer les déséquilibres de pouvoir, en particulier ceux fondés sur l'homophobie et la transphobie. Nous nous engageons toutefois à un dialogue avec nos partenaires sur ces motifs de discrimination, tels que définis par le cadre juridique canadien. Ce sont des questions très complexes qui sont très difficiles à traduire en pratique. Une autre façon de faire, ça peut être d'être plus général sur certains principes ou certaines bases de discrimination sans nécessairement mentionner l'orientation sexuelle. Je sais que plusieurs partenaires dans certains pays, comme le Togo ou le Ghana, pour avoir communiqué ou avoir été en lien avec certains récemment concernant ces questions-là, sont inquiets justement du fait que est-ce qu'on va considérer le cadre légal national quand on va leur demander de signer le code de conduite. Une autre façon de pallier à ce défi, disons, ce serait d'inviter ces partenaires-là, parfois aussi il y en a qui ont déjà des politiques en place, mais de développer leur propre politique s'ils ne sont pas à l'aise. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le tour complètement de ce défi-là, mais c'est définitivement une des questions clés qui représente un défi, selon moi, dans la mise en pratique du code de conduite par rapport aux exigences d'Affaires mondiales Canada, mais aussi plus généralement pour engager les partenaires dans un dialogue sur la violence sexuelle. Donc là, je me permets de continuer à descendre. Donc, par rapport à ce qui a été mentionné, on parle par exemple d'approche de tolérance zéro, qui est en lien avec les exigences d'Affaires mondiales Canada. On offre une définition qui est, selon moi, assez alignée avec celle d'Affaires mondiales Canada. Et on parle d'autres éléments comme la culture organisationnelle, qui est un facteur du problème, mais aussi de la solution. Donc, quand je parle de mobilisation et d'importance de sensibilisation, c'est vraiment à ça que je réfère parce qu'en fait, si on veut créer un changement réel, il faut vraiment, comme la COSI le souligne aussi, là, en termes les changements commencent par nous-mêmes, c'est vraiment une question de changement de culture organisationnelle qui va se faire à moyen long terme, on le sait, on en est conscient, mais juste de se rappeler de cet élément-là qui est important. Bon, ensuite, donc, on continue un petit peu avec le consentement, qui est quand même aussi un élément important là, dans un processus de prévention, de sensibilisation, d'éducation à ce niveau-là. Ensuite, on parle un petit peu des principes sous-jacents aux enquêtes. C'est sûr que dans les petites et moyennes organisations, ce qui est le plus réaliste,
c'est souvent que les enquêtes soient faites à l'externe, comme c'est très difficile de respecter certains éléments comme la confidentialité, la neutralité au sein de petites organisations. Et finalement, on termine avec l'approche centrée sur les survivantes. Donc, on explique un peu cette approche-là et les limites de cette approche-là. C'est-à-dire, par exemple, si une personne a mentionné, donc partage qu'elle a été victime elle a survécu à un incident, mais ne veut pas faire une plainte formelle, ce qui peut arriver. Bon, là, l'organisation peut être plus limitée en termes d'action. Toutefois, il y a certaines limites. Si, par exemple, d'autres personnes sont à risque ou encore s'il s'agit d'un mineur, l'organisation a certaines responsabilités comme de partager l'information avec les autorités locales dans le cas de mineurs ou encore d'intervenir pour éviter que d'autres soient mis en danger. Vous allez voir? Il y a des sections questions-réponses. Oui, c'est ça que j'allais. Donc, pour faciliter en fait l'utilisation, le transfert en pratique du code de conduite, il y a des explications sous forme de questions-réponses. Je vous invite, c'est sûr, à les changer en fonction de la réalité de votre organisation. Elles sont conçues pour donner plus d'informations, surtout pour des concepts assez complexes comme l'approche intersectionnelle ou encore pour essayer de donner des outils pour déconstruire certaines résistances que vous pouvez rencontrer ou juste compléter l'information. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Donc, c'est à votre choix si, lorsque vous développez votre propre code de conduite, si vous voulez garder le même format de questions-réponses. C'est sûr que ça aide beaucoup pour que le code de conduite sensibilise et éduque les employés, les différentes parties prenantes d'une organisation, les coopérants, tout comme même les partenaires. Mais si vous préférez un format plus formel, vous pouvez les éliminer, mais au lieu les utiliser dans une formation sur votre code de conduite. Donc, je me permets de descendre à la prochaine section. Donc ici, en fait, on décrit les responsabilités partagées. La forme que ça prend, c'est qu'on débute par les responsabilités individuelles. Et ensuite, on décrit les responsabilités en fonction de la hiérarchie ou de la structure organisationnelle. Donc, on mentionne par exemple les volontaires, les stagiaires, le personnel, les gestionnaires et les sous-traitants. Les membres du conseil d'administration doivent se familiariser avec le présent code de conduite et y adhérer. À droite, encore une fois, on a l'aspect de la question-réponse et qui rend un petit peu plus concret, en fait, la responsabilité. Et aussi, on différencie, en fait, les responsabilités des gestionnaires, comme ces personnes-là, si elles restent, disons, inactives face à certains incidents, même si elles sont, par exemple, témoins d'un incident et qu'il n'y a pas nécessairement un signalement officiel, peuvent, dans certaines conditions, là, engager la responsabilité de l'organisation. Donc, on voulait souligner cet aspect-là dans les questions-réponses. Et là, ici, on descend, on voit la responsabilité des gestionnaires. Ensuite, il y a la responsabilité du leadership organisationnel, donc la direction générale, les conseillers d'administration. Je vous invite, bien entendu, encore une fois, à l'adapter en fonction de votre contexte. Si, par exemple, il y a des professionnels RH au sein de votre organisation, vous pouvez peut-être probablement vouloir ajouter certaines responsabilités spécifiques RH. Il y a des gens qui peuvent aussi vouloir séparer le conseil d'administration de la direction générale. Toutefois, il faut juste être très clair au fait que la responsabilité est beaucoup basée à ce niveau-là. Là. Donc, même si on ne mentionne pas les membres du conseil d'administration, la responsabilité en cas de défi ou de procédure juridique va vraiment reposer à ce niveau-là. Donc, direction générale et membres du conseil d'administration. Donc là, je passe rapidement. Vous pouvez réviser en fonction de votre contexte. On a la section grise donc pour l'adaptation, mais c'est pas mal ce que je viens de mentionner de façon verbale. Et là, on rentre vraiment dans le code. C'est-à-dire qu'on a une première section qui dit nos engagements envers nos collègues. Si vous voulez mettre l'accent davantage ou vous limiter à l'exploitation sexuelle, l'abus sexuel, vous pouvez enlever cette section-là et garder seulement la suivante, qui est à dire nos engagements envers nos partenaires et les communautés que nous desservons.
Donc, cette section-ci réfère davantage à l'environnement de travail. Donc, vous respectez nos engagements lorsque vous traitez une personne avec respect, sans porter atteinte aux droits. Vous devriez éviter, donc, bon, des exemples, les comportements de nature condescendante, toute forme de violence sexuelle. Ces éléments-là en fait, sont basés sur des facteurs de risque qui peuvent entraîner une violence sexuelle ou encore des exemples d'harcèlement sexuel ou d'abus ou d'exploitation. Donc, ça ne se limite pas seulement à exploitation et abus sexuels. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir récupérer l'information le plus rapidement possible et de façon la plus efficace possible pour déceler, en fait, les facteurs de risque importants. Comme on est toujours inconfortable, on est encore très inconfortable quand on parle de violence sexuelle, souvent, cette information-là ne se rend pas à l'organisation et la littérature est très claire comme quoi le phénomène est de façon très vaste, sous-signalé au sein du secteur, mais en général. Donc, l'idée aussi du code, c'est vraiment d'aller chercher l'information, d'encourager les gens de parler de certains comportements inappropriés ou inconfortables, même s'il ne s'agit pas d'un incident comme tel. Donc, on veut encourager les gens à en parler avant que ça dégénère. Encore une fois, pour favoriser la prévention. Bon, et là, on a par exemple une question-réponse pour essayer de gérer les zones grises, si on veut. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Dois-je soulever mes inquiétudes quant au comportement de quelqu'un, même si je ne suis pas sûre qu'il y ait eu violence sexuelle? Donc, on encourage, encore une fois, les gens de le faire. Ensuite, on mentionne les éléments qui seraient à éviter. Donc, ce que vous pouvez imaginer, là, les comportements de nature condescendante et tout ça, les facteurs de risque, comme j'ai expliqué ici, donc le fait de banaliser, le fait d'appuyer les mythes, bon, tout ça. Et ensuite, vous devriez soulever les préoccupations suivantes. Donc, c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est qu'on essaie d'encourager les gens à en parler, même s'il ne s'agit pas d'un incident comme tel. Donc, puis c'est beaucoup, beaucoup basé sur les facteurs de risque qui sont liés à la violence sexuelle. Et il y a aussi, vous devriez signaler. Donc, ça, c'est les éléments qui sont hautement problématiques et qu'on veut que les gens signalent de façon plus formelle, mais on reconnaît que ce n'est pas tout le monde qui va être confortable, qui va accepter de faire une plainte de façon formelle. Ensuite, c'est un peu la même chose qui se répète ici, c'est en fait nos engagements envers nos partenaires et les collectivités que nous servons. Donc là, on est vraiment dans la prévention de l'exploitation et de l'abus sexuel. Donc, vous respectez nos engagements lorsque vous, et là, il y a des exemples, vous devriez éviter l'élément qui va être peut-être le plus difficile à transférer en pratique et le suivant. Donc, vous devriez éviter d'avoir une relation romantique ou sexuelle avec le personnel d'un partenaire ou avec les bénéficiaires, car ils sont basés sur une dynamique de pouvoir fondamentalement inégale. Ces éléments-là sont vraiment basés sur les normes internationales, mais surtout en coopération internationale, des fois, les bénéficiaires ne s'identifient pas comme un bénéficiaire ou les partenaires sont parfois aussi des bénéficiaires. Bon, ça peut être difficile de mettre en pratique cet élément-là, mais c'est vraiment quelque chose qui est basé sur les normes internationales. Et on explique aussi dans une autre section questions-réponses pourquoi c'est important. En fait, c'est que ces relations-là sont basées sur des relations de pouvoir inégales. Si vous avez des questions sur cette zone grise, je vous invite à écouter le dernier webinaire où on voyait vraiment différentes approches où, par exemple, dans certaines organisations, on laisse une certaine zone grise. Dans d'autres, on statue clairement qu'en tant que représentant de l'organisation, il n'y a aucune relation qui aura lieu avec les communautés locales et les membres de cette communauté.
Et par exemple aussi au niveau universitaire, quand il s'agit de relations entre professeurs et étudiants, parfois ils décident de mettre en place des accommodements pour éviter qu'il y ait un abus de pouvoir, mais ils demandent aux gens de déclarer la relation. Ça peut être aussi une autre alternative si jamais on trouve que cet élément-là est difficile à transférer au niveau concret ou pratique. Donc, encore une fois, la même idée, vous devriez soulever les préoccupations quand vous voyez certains facteurs de risque. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et vous devriez signaler les comportements reliés à la violence sexuelle. Ensuite, on a la déclaration d'adhésion qui débute par un énoncé très positif. Donc, on essaie vraiment de souligner l'engagement qui peut faire une différence. Donc, je comprends par la présente que je peux contribuer de manière significative à l'atténuation des risques et à la prévention de la violence sexuelle en traduisant ce code de conduite en action concrète. En fait, c'est ça le défi, c'est que la politique ou le code de conduite vivent de façon constante dans le milieu de travail et dans les programmes. Ensuite, on a une section sur comment obtenir de l'aide. Donc, si quelqu'un n'est pas certaine s'il veut signaler, il y a moyen, par exemple, de rapporter l'incident au sein de l'organisation à quelqu'un en qui on a confiance. Ça, c'est une avenue, mais c'est un élément qui doit être considéré avec beaucoup de précaution. C'est-à-dire que si on ouvre cette voie-là, il faut que tout le monde soit formé en termes de confidentialité, de comment recevoir, en fait, aussi une déclaration comme celle-là, comment éviter la revictimisation. Donc, ce n'est pas évident. Et l'autre élément, c'est de consulter, en fait, et de mentionner une liste de ressources préidentifiées. Le premier élément, en fait, il est mis là vraiment pour, encore une fois, favoriser la récupération de l'information parce qu'on sait que ça arrive dans nos organisations, mais souvent, on n'en entend pas parler, en fait. Et si on n'en entend pas parler, ce n'est pas parce que ça n'existe pas, en fait. C'est toujours plus présent que le niveau de signalement, selon la littérature à cet effet. Donc ici, on a l'énoncé, on mentionne les ressources qui sont disponibles. C'est vraiment basé sur un contexte québécois. Donc, il faudrait ajouter, en fait, d'autres ressources là, en fonction de votre contexte et aussi des pays d'intervention, idéalement. Comment l'information sera gérée suite à une déclaration? Ça, c'est un élément important pour éviter la revictimisation. Donc, on veut vraiment tenter d'être transparent avec la façon dont l'information sera gérée. Et par exemple, ici, on mentionne que même si c'est une déclaration, ce n'est pas nécessairement une plainte formelle, il faut rapporter l'incident au sein de l'organisation et potentiellement même au bailleur de fonds. Ici, on décrit comment et quand soulever des préoccupations. Donc, on n'est pas rendu au signalement formel, mais il y a quelque chose qui s'est passé et on veut favoriser les gens à en parler, pas juste à se taire ou parce qu'ils ne sont pas certains que c'est un vrai incident de violence sexuelle, entre guillemets, un vrai incident. Donc, on a ici des questions qui peuvent guider une réflexion, qui peuvent aider, en fait, à prendre la décision. Et ensuite, on mentionne, par exemple, c'est une proposition, là, on signale un comportement inapproprié si on est habilité et c'est en sécurité lorsqu'on le voit, ou on peut parler à un superviseur et faire un suivi par courriel ou demander une rencontre avec un autre gestionnaire pour discuter de ses préoccupations et faire un suivi par courriel. Le suivi par courriel, il est fait juste pour qu'on puisse documenter l'incident. C'est important de laisser une trace si ça dégénère. Puis c'est aussi une façon de documenter un peu l'incident pour aussi habiliter l'organisation à intervenir sur l'incident, en fait, ou le comportement problématique. Maintenant, on va rentrer dans les processus de signalement. Le signalement, comme les enquêtes, idéalement au sein des petites et moyennes organisations, impliquerait une tierce partie. Donc je sais que ici, les éléments que je propose ne sont pas tout le temps idéaux en termes d'accès pour les bénéficiaires. C'est vraiment un compromis qui a été fait en fonction du délai serré et du niveau de ressources. Donc, ce qu'on propose au niveau du signalement, c'est d'avoir ou l'ensemble d'une ligne téléphonique, soit une adresse courriel ou en fait de permettre de rapporter un incident par message texte.
c'est pas toujours accessible parfaitement pour les bénéficiaires là, en fonction des différents programmes, mais c'était le meilleur compromis que je croyais réaliste là, en fonction du niveau de ressources et du délai. Par la suite, par contre, à moyen long terme, il serait très intéressant d'explorer les possibilités d'instaurer des mécanismes de signalement basés dans la communauté, peut-être en termes de collaboration aussi là, entre organisations, tout ça, mais ça se fait dans un moyen long terme. De façon anonyme, ce qu'on suggère, la chose la plus réaliste, c'est d'avoir une adresse courriel. C'est sûr que ce n'est pas idéal. Les gens, pour rester anonymes, vont devoir créer leur propre adresse courriel, mais c'est encore un compromis. Le grand défi en termes de signalement anonyme, c'est souvent qu'il nous manque d'informations pour effectuer une enquête. Donc, ce qu'on tente de faire, c'est d'ajouter en fait certaines questions clés. Donc, on encourage les gens à nous donner le plus d'informations possible et on souligne aussi le fait que souvent, au sein des plaintes anonymes, c'est le défi. Donc, on tente de souligner l'importance de donner le plus d'informations, même quand il s'agit de plaintes anonymes, pour que l'organisation, encore une fois, soit habilitée pour intervenir. On a une disposition anti-représailles. Et j'arrive à la fin. Certaines informations par rapport à la mise en application, et là, je vous invite vraiment à l'adapter en fonction des points que vous voulez souligner comme organisation, là, les éléments qui sont le plus importants. Avec un aspect question-réponse que vous pourrez décider aussi. Et finalement, à la fin, nous avons les définitions. Donc, certains éléments qui peuvent être utiles dans le code de conduite, mais aussi au sein de vos ateliers, vos différentes ressources concernant la violence sexuelle ou l'abus et l'exploitation sexuelle. Donc, je vous invite à les récupérer là, pour d'autres ressources si c'est utile. Là, je sais que c'est énormément d'informations en très peu de temps, je suis vraiment désolée, mais au moins, on est arrivé à la fin et je vous invite vraiment à me poser des questions là, à la toute fin du webinaire. Merci, Mélie. En effet, un code de conduite extrêmement complet, puis nous-mêmes, à la COSI, nous allons l'utiliser pour l'adapter, pour créer notre propre code de conduite. Donc, tout le monde est essentiellement dans le même bateau, comme on dit. Le code de conduite va vous être disponible, donc vous aurez l'occasion de le lire en plus grande, plus lentement, plus assurément, et je suis certaine que vous aurez des questions suite à la lecture du code de conduite. Mais pour l'instant, avant de commencer la période de questions, j'inviterai à Nicolas Moyer, qui est le président directeur du Conseil canadien pour la coopération internationale, le CCCI, qui va nous présenter un nouveau centre d'expertise sur la question des violences sexuelles. Bonjour, Nicolas. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation et pour cette présentation du code de conduite. Un gros merci à la COSI d'organiser cette session et la suivante en anglais. Je ne veux pas prendre trop de temps, il y avait énormément de contenu, mais on voulait au Conseil canadien de la coopération internationale à la fois participer, mais aussi signaler des changements qui s'en viennent et des opportunités et des ressources qui seront disponibles pour le secteur dans son ensemble. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, le Conseil canadien de la coopération internationale est l'organisation pan-canadienne représentant les organisations d'aide au développement et humanitaire. Plusieurs d'entre vous sont peut-être membres, d'autres sont membres parfois des conseils régionaux et provinciaux. Nous allons maintenant parler du fait que nous développons des ressources pour tous et non seulement nos membres. Alors, comme vous savez, bien sûr, avec l'attention donnée à ce sujet des inconduites sexuelles dans le secteur depuis l'an dernier, il y a eu un mouvement pour assurer que le secteur dans son ensemble puisse avancer de façon cohérente et complète et intentionnelle vers un progrès qui pourrait voir une réduction significative des risques d'inconduite sexuelle dans le secteur sur le long terme. Au CCCI, l'an dernier, a été formé un comité directeur de nos membres, composé de 14 membres, qui se sont identifiés pour être une ressource et un point de discussion qui nous permettrait d'avancer le secteur. C'est ce comité directeur qui a développé une promesse d'engagement des leaders
du secteur, des actions qu'ils vont prendre ou elles vont prendre en matière d'inconduite sexuelle, d'inclusion et de milieu de travail. Cette promesse est disponible sur notre site Internet au ccci.ca. Et c'était dévoilé en automne de l'an dernier et vraiment perçu comme un point de départ, une façon de commencer des conversations à l'interne dans les organisations qui, toutes, j'espère, reconnaissent l'importance d'investir de façon vraiment détaillée et déterminée sur le long terme au sein de leurs organisations pour motiver un changement institutionnel qui nous permette d'éliminer les risques, si possible, d'inconduite sexuelle. Mais donc, ne m'attendant pas trop là-dessus, ce qui est vraiment ressorti très, très vite aussi dans les délibérations internes entre nos membres, c'était l'inégalité des expertises et capacités des organisations dans le secteur. Certaines, avec des familles internationales, des alliances, avaient des politiques très élaborées sur lesquelles ils pouvaient puiser. D'autres n'avaient rien du tout. Certaines organisations avaient des personnes contacts bien formées en investigation, par exemple. D'autres n'avaient aucune telle compétence. Et au CCCI, notre vue d'ensemble est que pour réduire les risques ici, nous devons tous avancer. Il fallait avoir des ressources qui puissent servir tout le secteur dans son ensemble. Et c'est pourquoi le comité directeur a conçu l'élaboration ce qu'on appelle pour l'instant un centre d'expertise, un centre de service, si on veut, en expertise, en prévention des inconduites sexuelles. Son nom changera, mais son élaboration a été faite au début de cette année et a été financée par l'AMC juste tout récemment cet été. Nous sommes donc présentement dans un moment où nous embauchons pour ce centre d'expertise et nous allons commencer à déployer ces activités en automne et en début de l'an prochain. Et donc, c'est pourquoi je voulais donc ici juste prendre un moment pour vous dire à quoi vous attendre. Bien sûr, mon ordinateur vient de perdre son électricité et donc je vais vous dire ça de mémoire. Donc, vraiment, vous parler un peu des objectifs de ce centre d'expertise. Il y a, je crois que vous le savez, une variété d'initiatives qui se passent de par le monde. Nous voulions un centre qui soit une ressource pour tous les acteurs dans le secteur au Canada, qui suivent et qui fassent interface, qui collaborent avec les initiatives globales qui existent, que ce soit d'autres plateformes nationales, que ce soit des politiques ou des standards élaborés au niveau international. Donc, un point de ressource pour le secteur. Nous voulions assurer de pouvoir réduire les risques d'inconduite dans le secteur, surtout envers les femmes et les filles, à la fois au niveau des bénéficiaires de programmes, mais aussi au sein des organisations au Canada et dans la culture des organisations, qui soit un service ciblé aux organisations grandes et petites de l'Est en Ouest du pays. Ceci donc va avoir plusieurs volets. Premièrement, une question de compréhension des capacités internes des organisations. Il y aura un effort assez important initialement de comprendre où en sont les différents acteurs dans notre secteur et d'identifier des personnes contacts au sein de l'organisation qui vont pouvoir participer dans ce travail. Tout ça dans l'objectif de pouvoir ensuite mesurer le progrès que nous ferons dans la réduction des risques dans le secteur, ce qui se fera en bonne partie par des formations, des ressources disponibles en formation, à la fois électroniquement, mais aussi directement en région. On prévoit environ 8 formations par année, très élaborées, probablement des cours de 4 jours qui seront disponibles à travers le pays. Nous allons aussi développer une plateforme de ressources en termes de politique, de standards qui pourront être partagés. D'ailleurs, je voudrais juste prendre un moment pour mentionner que déjà plusieurs organisations ont partagé avec le CCCI leur politique interne en matière d'inconduite ou sujets connexes et ont accepté de les partager. Vous pouvez les trouver sur le site Internet du CCCI et je vous invite d'y aller dans la mesure où celles-ci peuvent vous être utiles déjà. Un point qui nous est ressorti très fortement dans les discussions que nous avons eues dans l'élaboration de ce projet était le besoin d'études de cas.
En vérité, malgré tout le détail qu'on peut vouloir mettre dans des codes de conduite, chaque cas est différent et beaucoup nous demandent, et dans nos partenaires internationaux, si on pourrait contribuer à des études de cas. Et donc, il y aura beaucoup de travail qui va se mettre de ce côté-là pour développer des études, des cas qui pourront servir dans des discussions internes à des organisations, servir d'exemple, sans nécessairement toujours être compatible avec les situations auxquelles feront face les organisations qui sont ici au Canada. Dans ce processus d'élaboration des activités du centre d'expertise, du centre de service, l'intention est vraiment de créer un centre d'expertise technique disponible à tout le monde. Donc, vous allez pouvoir envisager d'ici l'hiver, janvier-février, de vraiment pouvoir contacter ce centre d'expertise avec des questions si vous en avez, pouvoir être dirigé vers d'autres sources. Et c'est pourquoi il y aura aussi vraiment un effort d'élaboration de listes de consultants disponibles, services disponibles, quand il est question de survivantes, de gens qui ont vécu des situations difficiles, de pouvoir les aiguillonner vers des services disponibles dans leur région. Donc, beaucoup de liaisons avec services disponibles au Canada. Et ce que j'aimerais signaler aussi, c'est que dans le développement de ce concept, plusieurs questions sont restées sans réponse. Et donc, nous allons mettre un effort sur la recherche et l'analyse sur certaines questions qui sont plus épineuses. Par exemple, pour des plus petites organisations qui n'ont pas soit la capacité ni les moyens d'investir dans des expertises internes en investigation, est-ce qu'il y aurait valeur de rassembler ce risque collectivement et de partager des ressources en investigation? C'est quelque chose que nous avons contemplé, mais ne sera pas partie de ce secteur d'expertise pour l'instant. Mais l'analyse se fera pour voir s'il y a, une demande et deuxièmement, quelle serait la faisabilité d'une telle initiative. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y aura des recherches à suivre. Je crois que ce qui sera important quand le dévoilement sera fait, c'est qu'on va identifier pour chaque organisation de déterminer qui sont leurs points de contact. Et on cherche vraiment à créer une communauté de pratiques avec des rencontres régulières et des avancées qui vous permettront de participer et d'influencer le développement des ressources et des services qui vous seront disponibles. Je vais m'arrêter là. J'admets qu'on est au tout début, donc je voudrais pouvoir vous dire que tout ceci est déjà disponible. Ce n'est pas le cas. On embauche, on a un grand espoir que les choses avanceront fortement et que vous pourrez nous voir comme une ressource pour vous dès le début de 2020. Merci, Nicolas. Puis en effet, nous, à la COSI, puis le Comité québécois Femmes et Développement, on a travaillé la question depuis 1 an, mais on a hâte de collaborer avec vous. Puis ce qui est très important, c'est d'unir nos forces, d'unir nos ressources. Donc, on ne veut pas réinventer la roue ou dédoubler nos efforts. Donc, ça va être très intéressant de travailler avec vous au cours de la prochaine année sur la question des inconduites et des violences sexuelles. Mais merci. On a 15 minutes pour la période de questions, donc j'enchaîne rapidement. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs. Je vois que Sherry est de retour, qu'on a activé son micro et sa caméra. Donc, je vais tout de suite lancer la première question qui est pour Affaires mondiales Canada. Quelles sont les attentes concernant le code de conduite et les bénéficiaires des projets? On en a parlé déjà un peu, mais la deuxième partie, comment les OCI doivent-ils démontrer que les partenaires ont un code de conduite ou acceptent de suivre celui des OCI? Oui, merci. Je ne suis pas sûre que je comprends très bien la première question. En fait, les attentes, j'en ai parlé un peu et puis si vous regardez dans les modalités relatives aux accords de contribution, il y a un peu plus de détails, mais je ne sais pas si Mélanie pourra élaborer davantage la question au niveau de l'attente avec les bénéficiaires. Le code de conduite, c'est vraiment pour les organisations eux-mêmes et leurs partenaires locaux. Donc, au niveau des bénéficiaires, je pense qu'il y a il est important que les bénéficiaires soient au courant qu'il y a un code de conduite, qu'ils savent comment se plaindre, etc. Mais le code de conduite, en fait, c'est à vous de décider comment faire ça dans votre pratique. AMC n'a pas des attentes en particulier sur comment faire ça.
Donc, Sherry, ce que vous dites, c'est que ce soit que l'OCI canadienne demande à ses partenaires de développer son propre code de conduite ou d'adhérer à celui à le leur, pour vous, ça n'a aucune importance. Est-ce que vous demandez une preuve au niveau que les partenaires ont signé ou que ça a été intégré dans les contrats, par exemple? Au niveau de, bon, on a parlé au début que l'exigence vraiment, c'est que chaque organisation déclare au moment où ils sollicitent le financement qu'ils ont un code de conduite et que ça rencontre les objectifs qui sont dans les modalités relatives. Donc, c'est vraiment à l'organisation de déclarer qu'ils ont rencontré les attentes. On ne va pas, comme vous dites, on ne va pas demander de voir au niveau de la sollicitation de financement, on ne va pas demander les preuves en tant que telles, mais je pense que c'est plus tard dans les audits ou dans les choses d'après ou si jamais quelque chose arrive, ça pourra ressortir plus tard, mais il n'y a pas les preuves en tant que telles au début qui sont demandées par AMC. Donc, il y a un certain niveau de confiance de la part de Affaires mondiales Canada que l'organisation va rencontrer ses obligations et ses responsabilités. C'est très bien. Ensuite, la deuxième question, c'est quoi la différence clé entre le code de conduite et la politique de prévention? Notre outil semble inclure à la fois les deux, en effet. Pour les petites et moyennes organisations qui sont peut-être moins avancées dans les politiques et les codes de conduite, on voulait offrir un outil qui pouvait répondre aux deux besoins. Donc, la politique de prévention s'adresse principalement aux employés. C'est la responsabilité organisationnelle envers les employés. Tandis que le code de conduite est plus large et s'étend à une responsabilité envers les communautés et les bénéficiaires ou les participants dans les programmes des partenaires. Et Émilie aimerait bien rajouter, merci. Non, juste un petit élément. En général, là, au niveau plus concret, le code de conduite est très opérationnel. Quand on parle de politique, c'est plus au niveau des engagements d'une organisation. En effet. Donc, on voit les deux. Mais comme on peut le voir déjà parmi les plus grandes organisations qui sont plus avancées sur la question, ils ont plusieurs politiques. Une politique sur le personnel, une politique sur l'harcèlement sexuel et l'harcèlement, une politique sur la prévention, les violences, etc. Fait que dans certaines organisations, on peut se retrouver avec plusieurs documents. Et c'est pourquoi dans le code de conduite, on inclut une section pour faire la liste de tous ces documents qui sont également liés à la ensuite, il y a une autre question de Puchéry, merci beaucoup, qui est un peu plus complexe et c'est pas clair à qui elle s'adresse. Donc, la notion de consentement pour définir l'infraction et les spécificités en période de paix dans les États fragiles ou pendant les conflits armés. Les mêmes canaux de communication, les mêmes procédures sur le terrain. Donc, disons que, si je comprends bien, je me permets, dans un contexte humanitaire, est-ce que les mécanismes sont les mêmes? Est-ce qu'Émilie, tu aimerais offrir des éléments de réponse? C'est sûr que le code de conduite qui a été fait, c'était beaucoup plus spécifique à la coopération internationale qu'au niveau de l'humanitaire. Les exigences, si je comprends bien, et Sherry pourra corriger, les exigences toutefois de Affaires mondiales Canada, comme ils sont en fonction des termes et conditions contractuelles, là, je pense que c'est l'article 26.2, si je me souviens bien. Je pense qu'elles restent les mêmes, que ce soit du bilatéral ou du programme de coopération volontaire, ou tout ça, selon ma compréhension, mais Sherry peut être confirmée. Oui, les exigences sont pour tout accord de contribution pour l'assistance internationale. Oui, c'est ça. Donc, tant au niveau de la coopération, les volontaires, le programme de volontaires que l'humanitaire. Merci, c'est une réponse très claire, c'est bien, c'est très clair. Donc, je passe rapidement, parce que je suis consciente du temps, à la prochaine question. Pour Sherry, vous dites que l'on doit faire le signalement auprès d'AMC, mais que c'est l'OCI qui est chargé de réaliser l'enquête. Quel rôle tient réellement AMC suite au signalement?
Je pense ce que nous, en fait, il faut d'abord juste que si jamais il y a un grand cas qui sera, qui risque de causer des problèmes ou d'être dans les médias, etc., qu'on soit au courant et qu'on est assuré qu'une organisation fait une enquête. Mais c'est plus vraiment au niveau des analyses, pour voir l'ampleur de ce problème et de voir s'il y a les tendances qui pourront nous aider à développer les stratégies qui sont plus adaptées. Par exemple, je ne sais pas si on voit que toutes les allégations, tous les cas se passent dans un pays ou avec une seule partenaire, j'exagère, je ne pense pas que ce sera le cas, mais s'il y a des tendances qui pourront nous aider à élaborer nos stratégies davantage, je pense que c'est vraiment ça notre rôle, c'est de garder un œil sur ces tendances-là. Très bien, merci. Une autre question, puis je crois qu'au fait, Nicolas en avait discuté un peu. Comment suggérez-vous de faire une enquête suite à une allégation si nous ne sommes pas sur le terrain? Donc, on reconnaît qu'on n'a pas toutes les réponses, particulièrement sur la question des enquêtes, et que pour nous aussi, à la COSI, au CCCI, au réseau des conseils provinciaux, nous sommes en train de réfléchir et de se poser des questions sur comment mieux servir notamment les petites et moyennes organisations, mais même parmi les plus grandes, parce qu'on n'est pas outillés encore pour faire des enquêtes puis assurer ce niveau de séparation entre l'organisation pour que l'enquête soit objective. Donc, j'ose dire qu'on n'a pas encore de réponse sur comment faire une enquête, mais que c'est un chantier de travail important sur lequel nous nous penchons cette année avec le CCCI lorsque leur centre d'expertise sera opérationnel, mais aussi au sein de la COSI parce que c'est une question qui revient souvent aux membres. Alors, j'espère que vous allez apprécier notre transparence en disant qu'on n'a pas toutes les réponses, mais on cherche activement à les trouver. Et heureusement qu'Émilie Mako est là pour ajouter un complément de réponse. C'est très bien. Peut-être juste pour assurer certaines organisations, c'est sûr qu'avoir un consultant ou un expert en enquête, ce sont souvent des avocats. Là, on pense que ça va être toujours des fortunes. Puis c'est vrai que c'est quand même plus cher, mais je veux dire, pour vous donner une idée, au Québec, là, moi, j'ai trouvé des firmes qui faisaient des enquêtes qui sont spécialisées là-dedans pour 120-150 $ de l'heure. En général, on parle de 40. C'est sûr que c'est difficile mais si on prend une cotation de 40 heures, c'est relativement réaliste en fonction des conversations que j'ai eues avec les différentes firmes. Donc, bon, on parle de, disons, 4 et 10 000 $ là, dépendamment. Je veux dire, considérant aussi qu'il n'y a pas tant de signalements, même si on veut que ça augmente parce qu'on veut pouvoir intervenir, le niveau de ressources qui est nécessaire ne va pas non plus être si élevé que ça. Fait que, moi, je voudrais juste lancer l'idée que peut-être que les enquêteurs externes sont plus réalistes parfois qu'on pense. Parce que si on pense, en fait, au fait que les enquêteurs externes sont capables de laisser ce qu'ils font, en fait, sont capables de donner un service qui est très immédiat et qui vont être des fois aussi beaucoup plus efficaces parce qu'ils ont l'habitude de le faire, les coûts sont peut-être pas si plus élevés, en fait, que si quelqu'un à l'interne le faisait. Donc, je voulais juste soulever cette idée-là aussi. Au Québec, on parle de 120-150 $ de l'heure. C'est sûr qu'en Ontario, c'est beaucoup plus cher là, en fonction des firmes que j'ai consultées. Là, on parle plus de 250 $ de l'heure. Mais bon, on parle quand même environ 10 000 $ pour une enquête. Donc. On a un souci aussi d'avoir une approche féministe à notre réponse et à l'enquête même. Alors, peut-être qu'on peut commencer à faire une liste des différentes ressources qui respectent cette approche féministe. Allez-y, Nicolas. Non, je voulais juste mentionner la question. Je crois que c'est vraiment bien de dire que c'est un chantier de travail. Je crois que personne n'a tout à fait toutes les réponses. Des organisations ont plus de compétences que d'autres. Je crois que tout le monde le sait, ça. Je crois que l'AMC le sait, ça. Je crois donc,
on travaille tous ensemble et c'est particulièrement épineux et je crois que c'est caché, c'est pas caché, c'est clairement dans la réponse que si l'investigation doit avoir lieu à l'étranger, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et je crois que dans ce cas-là, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à jouer des rôles de leadership de ce côté-là, qu'il faut reconnaître l'importance d'une investigation, même si elle est lointaine, même si elle est difficile, vous devez la faire. Je crois que c'est un engagement que vous devez avoir auprès de vos bénéficiaires et de vos employés. Et il y a des moyens. Et je crois qu'on peut trouver de la coordination au niveau du terrain sans qu'on ait les réponses forcément. Certains pays ont plus de ressources que d'autres. Parfois, les acteurs des Nations Unies ont compilé des ressources d'investigateurs. Il faut faire ce petit travail préalable pour trouver un moyen d'avancer et de le faire. Mais donc, je signalais juste qu'il y a quand même vraiment deux mondes. Quand on parle d'investigation, il y a ici puis à l'étranger. Pour notre monde, pour notre secteur, il faut qu'on reconnaisse que ce n'est pas la même chose. Mais malgré les obstacles, il faut pouvoir être prêt à prendre les étapes nécessaires pour faire une investigation. Très bien. Parce qu'en effet, une préoccupation commune, c'est qu'on n'est pas... il y a un merveilleux exemple d'Oxfam dans sa fédération qui est capable d'enquêter d'un bureau à l'autre pour créer ce niveau d'objectivité. Mais évidemment, pas toutes les organisations se retrouvent dans une fédération. Donc, c'est plus complexe et comme on l'a dit, c'est toujours un chantier de travail. Mais les ressources externes sont intéressantes et peut-être qu'un futur guide, une nouvelle fiche va sortir sur comment accompagner l'enquêteur pour assurer une approche féministe dans l'enquête. À voir, il y a toujours beaucoup de questionnements. Pour la prochaine question, je crois qu'elle s'adresse à Sherry. Si l'OCI met en œuvre un programme de financement pour financer des projets d'autres OCI, est-ce que l'organisation qui finance doit exiger un signalement des allégations qui pourraient survenir au niveau des organisations financées et ensuite faire un rapport de ces signalements à l'AMC? Donc, je ne sais pas si on arrive à suivre, mais c'est un degré de séparation. C'est une OCI qui, elle, finance des OCI. Quelle est la responsabilité de l'OCI, des OCI qu'elle finance? Oui, c'est une bonne question. Je ne pense pas. L'exigence de signaler les allégations n'est pas aussi formelle que l'exigence d'avoir un code de conduite. Donc, ce que la ministre a dit aux organisations, c'est qu'elle s'attend à ce que ces cas-là soient signalés au département. Je pense maintenant les mécanismes, les détails dans les financements qui se font entre vous, c'est peut-être à vous de décider la meilleure façon de le faire. Personnellement, je ne sais pas, je pourrais voir les deux options comme possible, c'est-à-dire que ça soit rapporté à l'organisation qui finance ou ça pourra être rapporté par chaque organisation directement à nous. Je ne pense pas qu'on a des préférences là-dessus. Très bien. Donc, tant que les cas qu'ils soient signalés par une organisation ou l'autre, vous pouvez développer une entente pour assurer la transparence dans le processus et que la responsabilité est partagée. Très bien. Je vais juste faire le tour, m'assurer que je n'ai pas manqué de questions. On est à la dernière minute. Au fait, on est vraiment à la dernière minute. Donc, toute autre question, on va les répondre par la suite. Et le webinaire sera, comme je l'ai dit, il est enregistré, il sera disponible en ligne. Le deuxième webinaire va commencer dans 30 minutes. Je voulais prendre le temps de remercier nos intervenants et intervenantes, Sherry Hornung, la directrice à Affaires mondiales Canada, Émilie Mako, notre spécialiste et consultante sur la question, Nicolas Moyer, qui est venu prendre un temps avec nous d'Ottawa. Merci beaucoup. Également l'équipe technique à la COSI qui est là, Martine et Catherine et tous à la COSI qui ont organisé le webinaire du côté technique. Et également Dany Pelletier de Activer le changement ou Spur the Change, le nouveau programme et le réseau des conseils provinciaux. Tous ces gens impliqués dans ce beau webinaire. Donc, merci beaucoup. Et comme on vous l'a dit, les ressources vont être disponibles sous peu. On va vous envoyer un questionnaire pour évaluer le webinaire et à la suite, vous aurez accès directement au code de conduite, au site web avec toutes les fiches que nous avons produites à date sur les violences sexuelles. Ceci, c'est le 5e outil produit par le CQFD.
Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci.